c'est la première fois qu'entre au Panthéon un résistant étranger et un résistant communiste. Voilà. Alors Missak Manouchian, pour pouvoir le comprendre, évidemment, il faut évoquer le génocide des Arméniens. On est en 1915 dans l'Empire ottoman et les Turcs massacrent, exterminent, c'est le premier grand génocide du XXe siècle, extermine entre 1 million et 1 200 000 Arméniens sur les 2 millions qui existaient alors dans l'Empire ottoman, dans l'Anatolie en particulier. Et il perd donc son père au combat, et ça ne sera pas sans conséquence évidemment sur son propre engagement à lui pendant la Deuxième Guerre mondiale, et sa mère qui meurt d'épuisement. Il aboutit dans un orphelinat à côté de Beyrouth, à Djounieh. On est dans des territoires sous mandat français. Il va avoir en fait une double culture, une double éducation, arménienne bien sûr, et française. Et il va devenir vraiment amoureux de la littérature française. Il a une admiration pour la France, son pays d'accueil. Il a été réfugié, il vient en France donc en septembre 24, et il a une admiration pour la France des droits de l'homme, la France de la Révolution française, la France des Lumières. Et il va servir comme de passerelle entre les grands auteurs français et les grands auteurs arméniens. On est en juin 1941, c'est la rupture du pacte germano-soviétique. Du côté des communistes en France, et singulièrement des communistes étrangers, il y a un mélange entre la peur de voir s'effondrer le pays du socialisme réel, comme il l'appelait, et en même temps le soulagement. Enfin, on sort de cet accord contre nature entre Hitler et Staline. On ne comprenait pas, et singulièrement ces militants étrangers. Alors ils avaient d'ailleurs déjà commencé à résister, hein, parce qu'ils avaient chevillé au corps l'antifascisme, l'antinazisme, et ils voulaient agir. Mais là, évidemment, ça change complètement la donne. Là, on est dans une guerre patriotique commune contre les nazis, contre les Allemands. Et s'engage une lutte armée, et on va prendre l'exemple de Paris, ça s'engage à l'été 1941, avec l'exécution d'un sous-officier allemand, Moser, à Barbès, au métro Barbès, par très connu colonel Fabien, qui n'avait pas encore ce titre et ce nom-là à ce moment-là, c'était Pierre Georges. C'était un communiste français qui avait l'expérience de la guerre d'Espagne et qui, en quelque sorte, fait l'acte symbolique qui lance la lutte armée. Là, on a une série d'attentats individuels qui vont se succéder pendant toute la fin 1941, avec 3 groupes. Les bataillons de la jeunesse, dirigés par Pierre Georges, donc 3 groupes communistes. Ces jeunes sont... d'ailleurs, il y a dedans aussi des étrangers, des juifs, mais il y a un mélange de tout le monde avec les Français. Bon. Il y a l'organisation spéciale, qui sont des groupes français, et l'OSMOI, c'est-à-dire l'organisation spéciale de la main-d'œuvre immigrée. Beaucoup sont juifs, beaucoup sont italiens, mais aussi des Espagnols, il y a des Arméniens, tous ces groupes de langue-là sont des étrangers, juifs, communistes, étrangers, mais c'est les ennemis communs, d'une certaine façon, et aux Allemands, et à Vichy, à l'État français. Donc, c'est une guerre qui s'engage, une confrontation radicale entre cette police et ces combattants-là. Et malheureusement, à la fin 41, début 42, les groupes dont je parle s'effondrent, la plupart sont arrêtés, et on va recomposer une résistance qui va se structurer dans les francs-tireurs et partisans. Ces FTP, qui sont dirigés par un dirigeant communiste
qui est très connu, Charles Tillon, qui était très connu après-guerre. Et Charles Tillon donc, organise ces FTP, et à l'intérieur de ces FTP, il y a des FTP-MOI. Les deux composantes majeures de ces FTP-MOI sont les Juifs d'Europe centrale et orientale d'une part, et les Italiens. Et ils ont en commun, au-delà de la pluralité de leurs identités, cette double référence, la référence évidemment à l'engagement communiste, internationaliste, et la référence aux valeurs héritées de la Révolution française. Ils font des actions tous les jours. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des morts tout le temps, voilà, il y a des dizaines et des dizaines de morts. Ça ne fonctionne pas comme ça, la résistance, évidemment, surtout à Paris. Bon. Mais militairement, quand même, vous savez, quand on voit dans les archives les agendas de la brigade spéciale des renseignements généraux, qui étaient chargés de cette répression contre ces FTP-MOI, et quand on voit que dans les agendas, tous les jours, il y a 2, 3 actions, alors un blessé par-ci, 2, 3, et un bris de glace, une bombe qui a été lancée dans un restaurant, ou peu importe, un lieu où se trouvaient les Allemands, et puis à un moment donné, 1 mort, 2 morts, ou 3 morts. C'est totalement insupportable pour les Allemands. Même si au total, il y a peut-être eu 80 à 100 Allemands qui sont tués en 1 an et demi, mais c'est totalement insupportable de penser que dans Paris, on puisse accepter une chose pareille. C'est de montrer que la résistance est bien là, au cœur même de la capitale. Il y avait une obsession aussi bien dans l'État français que chez les Allemands, c'était l'antisémitisme, la xénophobie, l'anticommunisme. Donc là, la grille idéologique, elle était là, la lutte contre le judéo-bolchevisme et contre les métèques, quoi. Bon. Donc il est évident qu'ils étaient d'autant plus ciblés. Bon. Mais en même temps, le sort qui les attend, s'ils sont résistants, un résistant armé, et c'était le cas des FTP, c'est l'exécution. Les résistants qui menaient un combat politique, c'était la déportation. Et pour beaucoup, c'était la mort à l'arrivée. Mais en gros, c'était ça la différence. Et des résistants français qui menaient qui étaient des FTP, eh bien, ils étaient exécutés. Au sortir de la guerre, il n'y a eu aucun problème. C'est-à-dire que, en fait, au sortir de la guerre, toutes les résistances, et puis plus généralement, toutes les mémoires de la guerre étaient accueillies. Et ça vaut aussi pour les étrangers. Mais arrive un double tournant. Fin des années 40, c'est la guerre froide et ce sont les guerres coloniales. On change complètement d'agenda. Donc il y a un effondrement de toutes les références à la résistance en général. Parce que le nouvel ennemi, c'est l'Union soviétique, l'ancien allié. Et donc, on se retrouve avec une reconfiguration politique où eh bien, l'ennemi d'hier, l'Allemand, il est entre guillemets du bon côté, et que l'ennemi d'aujourd'hui absolu, c'est l'Union soviétique. Dans ce régime mémoriel-là, la place de la résistance des étrangers vraiment s'effondre. Sauf que dans la mémoire, eh ben, il y a toujours comme un grain de sable, comme quelque chose qui va faire entendre une autre musique. Et c'est bien de parler de musique quand on parle de ce qui va arriver à Manouchian. En 1955, un très grand poète, Aragon, se saisit de la dernière lettre magnifique de Missak Manouchian à sa femme Mélinée, avec qui il était en couple fusionnel, mais aussi dans le combat résistant, hein, bien sûr. Et il va en faire un poème magnifique.
à l'occasion de l'inauguration d'une rue du groupe Manouchian dans le 20e arrondissement. Ce poème, qu'il va appeler d'ailleurs groupe Manouchian et qui va ensuite dénommer différemment, Strophe pour se souvenir, va être composé, mis en musique par un autre poète, Léo Ferré, en 59-60, et sous le titre L'Affiche rouge. Et là, entre Aragon et Léo Ferré, ça va avoir une audience mais extraordinaire. Manouchian et L'Affiche rouge sont entrés dans la mémoire collective au milieu des années 50, la fin des années 50, au moment où on ne parlait plus des résistants étrangers. Qui va rencontrer comme résistant au Panthéon? D'abord Jean Moulin. Et la comparaison est très intéressante, parce que Jean Moulin, c'est un des plus hauts responsables de la résistance. Tout le monde le sait, aujourd'hui. Quand De Gaulle décide de panthéoniser Jean Moulin, et c'est le 19 décembre 1964, avec un discours exceptionnel de Malraux, et là, c'est tous les résistants qui rentrent avec lui, en fait, au Panthéon. Il va rencontrer aussi des résistants non communistes. Je pense à la panthéonisation de 2015, où on se retrouve avec Geneviève Antonios de Gaulle, Germaine Tillon, Pierre Brossolette. Bon. Et à part tuer Jean Zay, qui a été tué par la milice, et c'est surtout pour ça qu'il est panthéonisé, et puis toute son action avant-guerre. Bon. Mais voilà, ça montre aussi toute la diversité de la résistance. Mais c'est la première fois qu'entre au Panthéon un résistant étranger et un résistant communiste. Voilà. Donc, en quelque sorte, ça complète ce dispositif qui illustre aussi la diversité de la résistance française.